Bonjour, c'est le coup de cœur du public et le prix de la stratégie globale de l'innovation de la 8e édition Stars et Métiers qui a vocation à distinguer les artisans que la belle entreprise a le plaisir de recevoir Paul Bergamo, gérant de Cornille Avare. Paul, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous préciser l'activité de Cornille Avare ? Notre métier, c'est fondeur de cloches. Et ça se décline en 3 activités, la fonderie de cloches et la fonderie d'art. Le travail de campagnie, c'est-à-dire l'installation, l'électrification, l'entretien des installations de cloches dans les clochers. Et puis le tourisme artisanal, puisque nous sommes ouverts au public. C'est une activité très traditionnelle. Alors la question qui s'impose aussi, est-ce qu'il y a encore une place pour une telle activité ? Est-ce qu'il y a encore des acheteurs de cloches ? Il y a encore des acheteurs de cloches. Nous, on va fêter les 150 ans de notre atelier l'année prochaine. On est toujours là, on est toujours optimiste. Enfin, en tout cas, moi, je suis toujours optimiste. Je crois qu'il y a eu, comme dans toutes ces activités longues, des creux et des hausses. Aujourd'hui, je dirais depuis 10 ans, on est dans une nouvelle dynamique. On est dans un produit identitaire, on est dans un produit qui fait partie du paysage, et entre autres du paysage sonore. Et je crois qu'on a encore quelques belles années devant nous. Au-delà des églises qui me viennent tout de suite à l'esprit, quels sont les clients qui achètent des cloches ? Alors on a les villes, puisque la plupart des églises appartiennent aux communes ou à l'État pour les cathédrales. Donc on a aussi l'État, on a bien sûr des communautés religieuses, et puis on a aussi des chantiers navals, puisque les normes Colrec de 1972 fait qu'il est obligatoire d'avoir une cloche sur un bateau dès qu'il navigue en eau internationale. On a des écoles, et puis on a aussi des particuliers, puisqu'on fait aussi des petites cloches personnalisées pour tout le monde. Et quand on est sur un secteur très traditionnel comme le vôtre, comment on fait pour aller chercher ses clients et développer son chiffre d'affaires ? Je crois qu'il faut être visible, il faut avoir une ligne de conduite, et la nôtre, c'est d'aller vers le beau esthétique, le beau sonore. On a beaucoup de rayonnement en ce que j'appelle un peu en tache d'huile, c'est-à-dire qu'on va faire un projet et ce projet va nous permettre de communiquer autour du projet géographiquement pour essayer de trouver d'autres personnes intéressées. Alors, j'ai beaucoup insisté sur ce début d'émission sur l'aspect traditionnel de votre activité, mais tradition n'exclut pas innovation. Est-ce que vous pouvez là aussi nous décrire quelle est la place de l'innovation dans votre activité ? La place de l'innovation, elle est partout. Moi, j'ai pour habitude de dire que quand on veut être prêt pour le projet du siècle, il faut être prêt avant. Il ne faut pas attendre d'avoir le projet pour innover. Il faut toujours innover. L'innovation, ce n'est pas toujours une révolution. Ça peut être des petites innovations, mais il faut que ce soit un peu dans les gènes de l'ensemble de tout le personnel, tous les membres de cette entreprise, qui ait une volonté de toujours se poser la question, toujours remettre en cause, est-ce que ce que l'on fait, c'est bien ? Est-ce qu'on peut faire mieux ? Et je le résume en disant la meilleure cloche, elle est faite avec la meilleure de la technologie et le meilleur de la tradition. On ne va pas vers du tout technologique ou du tout traditionnel. On essaye de prendre le meilleur de chacun. Et concrètement, comment se manifeste cette innovation ? Quels sont les outils dont vous vous servez pour fabriquer vos cloches ? Alors, on a beaucoup d'informatique, beaucoup de conception. On fait partie des premières fonderies de cloches au monde à avoir modélisé notre profil de cloche sur informatique. On va faire de l'analyse spectrale pour analyser le son à la fin de la cloche. On a fait de la simulation en s'appuyant sur le CTIF, le Centre technique des industries de la fonderie, pardon. Pour réfléchir sur la coulée et mettre en place la coulée des cloches à l'envers. On fait partie des 2 fonderies de cloches au monde, le deuxième, il est norvégien, à couler les cloches la tête en bas. On a mis ça en place il y a quelques années pour améliorer encore la qualité sonore et esthétique de nos cloches. C'est un procédé qui est classique en fonderie, mais en fonderie de cloches, ça n'existait presque pas. Et puis on a mis en place des traitements de dégazage. Et puis après, il y a aussi des petites manifestations qui sont très légères. Autrefois, quand on passait nos couches en argile, ça se faisait avec de la plume d'oie. Après, ça s'est fait avec des pinceaux. Et aujourd'hui, on les passe avec du pistolet à peinture. Vous l'avez dit, vous aimez que cette innovation soit inscrite dans les gènes de vos salariés. Comment vous faites pour cultiver ces gènes et inciter vos salariés à prendre en considération l'innovation dans leur activité ?
On est un peu trop petit pour avoir une boîte à idées et des panneaux anonymes. Je pense qu'on est une entreprise à taille humaine, on a 18 salariés. Donc ça veut dire qu'on va les solliciter, on va leur parler. Quand il y a une réflexion sur un nouveau projet, on va réfléchir de manière collégiale, on va prendre en compte toutes les idées sans dire ça c'est mauvais, ça c'est bon, et on va pousser chacun, à quelque niveau que ce soit, à réfléchir, à se dire est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que ça peut être plus confortable? Est-ce que ça peut être plus pertinent? Donc voilà, c'est de la suggestion et de la prise en compte, bien sûr, des idées. Là, on est un petit peu en retard en termes d'image, parce que c'est vrai que souvent, encore trop souvent, quand on pense artisanat, on pense secteur traditionnel et on occulte l'innovation. Est-ce que là, il y a des efforts à faire en termes de communication pour vraiment montrer que l'artisanat, c'est un secteur innovant, c'est un secteur qui peut exporter, qui est performant? J'en suis convaincu. Aujourd'hui, quand on parle des fondeurs de cloches, on imagine des gens tout noirs qui vivent dans la poussière. Non, on fait des belles choses. On exporte un quart de nos cloches. Cette année, on a fait 3 cloches pour le Vietnam. On doit être le dernier fondeur français à arriver à exporter de la fonderie au Vietnam. On a fait des cloches pour le Congo-Brazzaville, on a fait 2 projets de fonderie d'art en Irlande, et là j'ai encore une petite commande pour les États-Unis. Donc ça veut dire que oui, on peut exporter, oui, on peut être dynamique, et le prix Star et Métier l'a montré, il y avait quand même 8 lauréats autour de l'innovation, toutes des petites ou des toutes petites entreprises qui ont tous montré qu'ils pouvaient innover et être dynamiques, et ce sont des entreprises qui vont bien. Comment vous êtes retrouvé à la tête de la fonderie Cornille-Yavard? Alors, j'ai souvent tendance à dire que c'est un métier où on rentre par hasard et on y reste par passion. Moi, j'ai un petit peu triché parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire? Mes parents avaient repris cette fonderie au début des années 80 et moi, après être allé faire tout autre chose pour essayer de prendre aussi de l'inspiration et des nouvelles idées, je suis revenu au début des années 2000 dans cette entreprise pour en devenir président en 2009 et la racheter en 2012. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît doublement dans cette activité, même si vous êtes tombé dedans tout petit, et dans le fait de gérer une entreprise de 18 salariés? Alors moi, ce qui me motive, ce qui m'inspire, c'est l'humain. C'est-à-dire que ce que j'aime, que ce soit avec mes salariés, ça va être de fédérer autour d'un projet, que ce soit avec mes clients, ça va être de construire un projet ou de les aider à en faire un projet encore plus exceptionnel. Et puis, la cloche, c'est pas un produit ordinaire. On est dans un produit identitaire, populaire, symbolique, un produit qui va durer quelques années et un produit qui parle aux gens. Donc oui, je dirais que c'est les deux principaux éléments. On l'a dit au début de cette émission, donc vous avez été lauréat du prix Stratégie globale de l'innovation de la 8e édition Star et Métiers. Qu'est-ce que vous attendez de cette reconnaissance et de ce prix? Je dirais qu'il y a déjà une partie qui a été faite, c'est la reconnaissance par ses pairs, c'est-à-dire ce sont d'autres artisans, pas que, mais aussi d'autres artisans qui vont juger les dossiers pour en faire, pour décerner les lauréats, pour désigner les lauréats. Je dirais pour tous mes salariés qui étaient présents à un premier événement qui était le 2 décembre dernier à la salle Wagram, c'était une manière aussi de les mettre en valeur et de voir qu'ils existent, que ce sont des gens dans la grande famille de l'artisanat. Et puis, autre chose, on a besoin de visibilité pour exister, pour progresser, pour avancer, pour trouver des commandes, tout simplement. Et le prix Star et Métiers, c'est évidemment une manière d'être visible. L'artisanat, c'est le premier employeur de France, la première entreprise de France. Quels sont les arguments qu'on peut encore donner à des jeunes ou des moins jeunes pour venir rejoindre cette première entreprise? Je crois que dans la vie professionnelle, on y passe quand même beaucoup de temps, donc c'est important de prendre plaisir à travailler. Ça ne veut pas dire qu'on a du plaisir 100% du temps, mais il faut au moins qu'une grande partie du temps, on ait des satisfactions.
Moi, j'ai le souvenir, quand j'ai annoncé à mes salariés qu'on avait la commande des nouvelles cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2012, quand j'ai vu le petit éclat qu'il y avait dans leurs yeux, je dirais, là, on sait pourquoi ils sont là. Et moi, je sais aussi pourquoi je suis là. Je pense que là, il y a des vraies satisfactions parce qu'on fait des produits finis. On fait des produits concrètement avec beaucoup de théorie, donc un savoir-faire théorique de haut niveau et beaucoup de tours de main. Donc on a vraiment l'intelligence de la main qui parle dans ces métiers. On est sur des produits qui, là je reviens plus sur notre entreprise, qui vont dans des destinations exceptionnelles, ce qui est aussi valorisant. Mais quand j'ai discuté avec les 7 autres lauréats de ce prix Star et Métiers, on parlait le même langage. Ce sont des gens qui sont investis et la plupart des salariés des 7 autres entreprises étaient là et étaient fiers de leur entreprise. Et je pense que ça, pour avancer, pour être bien dans sa vie professionnelle et donc aussi dans sa vie personnelle, c'est important d'être fier de son activité et fier de son entreprise. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans l'artisanat. Cette émission s'adresse aussi aux créateurs d'entreprises. Vous êtes à la tête donc de cette PME de 18 salariés. Quels conseils vous pourriez apporter à nos téléspectateurs qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprises dans l'artisanat ? Alors, quel conseil? Là, c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut être optimiste, il faut être pragmatique, ce qui peut paraître, ça peut être des facettes qu'on a alternativement. Je pense que on ne devient pas chef d'entreprise par dépit. Il faut avoir un peu la foi, si je peux me permettre. Il faut y croire, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, il ne faut pas y aller, ça c'est très clair. Il faut être créatif et il faut savoir s'entourer des bons collaborateurs pour avancer. Vous, quels sont les défis à relever maintenant pour votre fonderie ? Il faut transformer la reconnaissance qu'on a eue en ayant cette commande de Notre-Dame de Paris. Il faut continuer l'export. Il faut continuer à aller dans le beau, dans le haut de gamme. On ne peut pas travailler en France aujourd'hui si on n'est pas dans le haut de gamme. Il va falloir faire avec toutes les nouvelles lois qui sont en train de nous peser sur les épaules, qui vont continuer de nous peser sur les épaules dans les prochaines années. Il faut assurer la transmission des compétences de salarié à salarié ou de compagnon à compagnon pour les années à venir. Nous, on est dans des produits où il y a au minimum 50% du coût d'un produit, c'est de la main-d'œuvre. On est bien loin de l'automobile, on est à 15% maxi, peut-être même moins aujourd'hui. Donc ça veut dire que les gens, c'est ça qui vont faire aussi les produits de demain. Donc c'est le principal challenge. Vous avez cité les cloches de Notre-Dame à Paris. Pour ceux qui voudraient admirer vos œuvres, est-ce qu'on peut citer quelques lieux et puis peut-être rappeler que les gens peuvent venir visiter l'atelier, qu'il est ouvert ? Exactement, on est ouvert des vacances de février jusqu'aux vacances de la Toussaint. On reçoit 50 000 visiteurs. Vous imaginez bien que l'année prochaine, autour des 150 ans, il va y avoir un certain nombre de programmes de réjouissance. Et puis des cloches Cornille-Havard, il y en a partout. Cette année, on a fait la cloche de la paix et de la liberté pour la cathédrale de Bayeux. On a fait des cloches pour beaucoup d'églises en Île-de-France. On a restauré mécaniquement les cloches de Saint-Sulpice à Paris. Mais on a travaillé sur la cathédrale de Nantes, sur beaucoup d'églises. Je dirais, je ne vais pas vous faire une liste aujourd'hui. Paul, merci beaucoup de ces précieux conseils. Merci de votre accueil. Bonne continuation. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre activité ou qui veulent prendre rendez-vous pour aller visiter l'atelier, il y a un site internet, c'est www.cornille-havard.fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, que l'esprit des cloches et que le souffle de la création vous accompagnent. Au revoir.